de Ramadan, vous êtes les bienvenus dans cette édition dont voici les grandes lignes. Poursuivant son séjour de travail en Russie, le chef de l'État a échangé avec plusieurs personnalités qui lui ont exprimé leur soutien pour le développement de la Guinée. Dans l'actualité également, du riz pourri a été retrouvé dans un magasin du port autonome de Conakry. Ceci grâce à une enquête menée par nos reporters. Les détails dans un instant. Pendant ce mois de bienfaits, il est de tradition chez les fidèles musulmans de faire des prières surrogatoires. L'importance de la nafila dans cette édition avec Younous Atawel Kamara. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition à Saint-Pétersbourg, à Russie. Le 20e Forum économique international a ouvert ses travaux depuis hier. Une cérémonie officielle à laquelle le chef de l'État, professeur Alpha Condé, prend part. Une occasion que le président guinéen met à profit pour vendre le climat des affaires, le potentiel en ressources naturelles et aussi inviter les hommes d'affaires russes à plus investir en Guinée. Sanassi Keita, compte rendu. La 20e édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg s'est ouverte ce jeudi, 16 juin 2016 en Russie. C'est en présence de plus d'un millier de responsables d'entreprises russes et étrangères, d'hommes politiques et d'acteurs du monde des affaires. Une édition placée cette année sous le thème « Capitaliser la nouvelle réalité économique mondiale ». Entrepreneurs et hommes politiques sont venus des 4 coins du monde pour nouer de solides contacts au cours de ce forum qui se veut constructif. En vous invitant à venir investir dans mon pays, dont le sol et le sous-sol sont très riches, avec un environnement humain et social favorable, ou des solidarités légendaires, je voudrais vous donner la garantie de mon gouvernement quant à la sécurité et à la profitabilité de vos investissements dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Je peux vous assurer que l'Afrique sera demain le continent de l'avenir. Une occasion surtout pour le président de la République, professeur Alpha Condé, d'inviter les hommes d'affaires russes à davantage s'impliquer dans le développement socio-économique de la Guinée. C'est l'occasion de remercier la Fédération de Russie et la société russale pour avoir rénové l'insuffisance de Kindia. Excellence, Monsieur le Président, la Guinée ne perdra jamais cet acte de solidarité. Comme le disent les Chinois, donnez-moi un pot d'eau quand j'ai soif, à mon tour je donnerai une rivière. La Fédération de Russie peut être rassurée que la Guinée est disposée à l'énergie et construire des bases de relations bilatérales. Le président Forum donne l'occasion de lancer un appel au secteur privé russe de croire en la Guinée. Le coup fatal a été infligé à Ebola par nos braves populations avec l'appui de la communauté internationale. Je vous invite donc à venir investir en Guinée dans le domaine de votre choix. Les conditions y sont favorables pour faire prospérer vos affaires. Ce forum, qui se déroule depuis 1997 ici à Saint-Pétersbourg, a pour ambition de devenir un outil pratique pour le développement des affaires et l'amélioration substantielle des relations entre la Russie et les autres pays du monde. En prélude à ce forum, le président guinéen a également eu un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres personnalités de Saint-Pétersbourg. À cette occasion, des chefs d'État et grandes personnalités du monde ont félicité le président guinéen pour ses efforts de développement engagés en Guinée. Commentaire Sanassi Keita. Le 20e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, c'est aussi une occasion pour les personnalités du monde de discuter de certaines questions d'intérêt commun. D'où cette rencontre professeur Alpha Condé et Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies a félicité le président Alpha Condé pour les nombreux efforts consentis en faveur du développement socio-économique et politique de la Guinée. Ban Ki-moon s'est enfin réjoui de la forte implication du professeur Alpha Condé, dans le cadre surtout de la victoire contre la maladie à virus Ebola, non seulement en Guinée, mais aussi et surtout au Libéria et en Sierra Leone. Juste après cet entretien, le chef de l'État rencontre le président de la Commission de l'Union européenne. Au menu des discussions entre professeur Alpha Condé et Jean-Claude Juncker, le soutien de la communauté internationale à l'Afrique pour la mise en œuvre du programme des énergies renouvelables. Le président de la Commission de l'Union européenne a promis au président en charge des énergies renouvelables en Afrique d'accélérer le processus de décaissement des 10 milliards de dollars prévus pour l'Afrique en 5 ans. Cette autre audience du chef de l'État est celle accordée au président de la République du Kazakhstan. Nursultan Nazarbayev a émis son souhait
au président Alpha Condé de renforcer l'axe de coopération Conakry-Astana. Plusieurs sujets ont été à cet effet énumérés, notamment l'énergie, la santé et l'agriculture. C'est le président de la Fédération de Russie qui rencontre enfin le chef de l'État. Professeur Alpha Condé et Vladimir Poutine, en compagnie de leurs délégations respectives, échangent pendant 1 heure sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples russes et guinéens. Les deux dirigeants ont émis leur souhait surtout de maintenir non seulement ces relations de coopération, mais aussi et surtout de les élargir à plusieurs autres domaines. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a mis l'occasion à profit pour remercier son homologue russe pour tout le soutien qu'il a apporté à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Soutien qui a abouti aujourd'hui à un résultat positif, celui de la disparition de la maladie dans le pays. Vladimir Poutine a en tout cas témoigné de sa ferme volonté au professeur Alpha Condé de faire en sorte que les relations entre Moscou et Conakry connaissent une véritable dimension. En marge de cette rencontre s'est tenue une table ronde où le chef de l'État a défendu la cause des relations entre le continent africain et cette puissance. On retrouve encore Sanassi Keita pour les détails. Pour la 20e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président de la République prend part à la table ronde Russie-Afrique. Objectif, développer des relations de partenariat entre cette puissance et le continent africain. Le continent présente un potentiel économique promoteur. En 2005, l'Afrique sera plus peuplée que la Chine, avec 3 fois plus de jeunes. C'est précisément parce qu'il est conscient de ces enjeux que le nouveau leadership africain est en train de s'organiser pour promouvoir le développement du continent et garantir sa participation plus active à l'économie mondiale. À ce titre, des ensembles d'intégration économique sont créés ici et là, à travers le continent, pour développer des transactions économiques intra-africaines avec le reste du monde. Pour mieux profiter de ces relations entre la Russie et l'Afrique, le président de la République, professeur Alpha Condé, met en lumière certaines recommandations. Que pouvons-nous dire de la place de la Russie dans l'Afrique d'aujourd'hui? Et comment devons-nous envisager une part plus active de la façon de la Russie à l'essor économique du continent? En adressant ces questions, force est de reconnaître que malgré sa puissance économique, notamment ses atouts financiers, techniques et technologiques, de la part du marché de la Fédération de Russie en Afrique est faible. Ce état de fait n'est pas une fatalité. Il peut être changé et doit être changé pour permettre à la Russie de retrouver sa place de partenaire privilégié du continent africain. À cet égard, il me soit permis de faire certaines recommandations. Premièrement, la Russie et l'Afrique doivent mettre en place un forum permanent Russie-Afrique, à l'instar des autres puissances économiques du monde. Je pense au sommet Chine-Afrique, IES-Afrique, Inde-Afrique, France-Afrique. Ces forums seront de véritables plateformes d'impulsion politique pour promouvoir les échanges économiques et des partenariats publics-privés. Deuxièmement, la Russie devrait se doter ses relations économiques avec le continent d'instruments d'appui financiers propres à favoriser les échanges économiques. Les exemples de l'Exim Bank de Chine, Exim Bank américain, Exim Bank Inde ou la Conférence en France font légion. Troisièmement, la Russie doit s'impliquer résolument dans le règlement des conflits sur le continent africain pour aider notamment à freiner l'avancée du terrorisme international et d'intégrer nos religieux. Cette table ronde Russie-Afrique permettra sans nul doute d'insuffler une nouvelle dynamique dans tous les domaines de coopération. Revenons en Guinée où l'Institut national de statistique se donne l'idée de doter la Guinée de références macroéconomiques adaptées. Une rencontre entre les parties prenantes pour la présentation de la stratégie d'assistance a eu lieu dans les locaux du ministère du Plan et de la Coopération. Un diagnostic a été fait sur les différents domaines concernés. Diane Yansane nous signe ce reportage. Depuis une décennie, la Guinée ne dispose pas de données statistiques fiables. Les dernières informations chiffrées datent de 2006 et manquent d'actualisation. Cette concertation entre les cadres du ministère du Plan et une délégation de la Commission économique africaine aborde le sujet. Il est question de réévaluer le PIB actuel guinéen. Nous sommes là pour une assistance technique. Et l'assistance technique va consister à quoi? À accompagner l'équipe sur le plan vraiment technique. Ça veut dire
comment procéder à cette réévaluation du PIB. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a besoin comme matériaux pour le faire, quelles sont les méthodes qu'on va appliquer, et à la fin, on va s'asseoir, faire une synthèse, discuter et voir la cohérence des données et faire une certaine analyse avec eux. Une des activités du Fonds monétaire, c'est de donner l'assistance technique au pays. Et nous donnons beaucoup d'assistance technique dans le côté des comptes nationaux à l'Institut de statistique. L'activité que l'Institut de statistique veut faire, c'est très important parce que pour faire l'analyse économique, c'est important d'avoir une donnée très claire sur la production dans le pays qui est donnée par le PIB. Cette démarche fait suite à la demande du président de la République de doter la Guinée de données macroéconomiques fiables que l'Institution nationale de la statistique et les ministères concernés présentent des modalités de réévaluation du PIB. L'opération se poursuivra jusqu'en fin septembre de cette année. L'objectif qu'on se fixe pour la révision va s'étaler sur 2 périodes. La première, c'est d'ici fin septembre, nous allons collecter le maximum d'informations auprès des entreprises, auprès des ménages, auprès du secteur agricole pour réévaluer notre PIB. Donc à septembre, en fin septembre, on pourra donner les PIB de 2011, de 2012, de 2013, de 2014, voire 2015, calculés sur la base d'une couverture totale. L'évaluation touchera tous les secteurs d'activité. 2006 est la date de la dernière base de référence du produit intérieur brut. Environnement, c'est parti pour la caravane de collecte de fonds pour le reboisement 2016. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts compte mettre en valeur 2000 hectares des berges des cours d'eau, mais aussi les têtes de source des grands fleuves du pays. Ceci pour atténuer les dégâts environnementaux. Ousmane Bangoura nous conduit à la primature pour la première étape de l'opération. Ce chèque de 10 millions de francs guinéens est la contribution personnelle du Premier ministre, chef du gouvernement, pour accompagner le département en charge de l'environnement dans son vaste programme de mobilisation de fonds pour le reboisement 2016. Cette année, le département compte reboiser 2000 hectares, toute chose qui réconforte le chef du gouvernement. Nous avons de nombreuses priorités définies par le chef de l'État dans le cadre de notre politique de développement. Parmi les priorités que nous avons aujourd'hui, vous voyez, le chef de l'État est sur tous les fronts pour parler de programme accéléré de sécurité alimentaire. Nous savons que lorsque le sol est dénudé, il s'appauvrit au fil des années, parce qu'il n'y a plus rien pour maintenir sa richesse et surtout, il y a une grande érosion qui se forme. Donc il est important que tous les Guinéens comprennent que la préservation de la forêt est une priorité pour tout le monde. Nous tous, nous devons veiller à maintenir cette richesse que la nature nous a donnée. Pour la ministre de l'Environnement, reboiser est le moyen le plus sûr pour lutter contre la sécheresse. Nous sommes là aujourd'hui pour que chacun puisse mettre quelque chose dans notre caisse pour nous permettre de réaliser nos vœux. Et nous avons estimé cette année reboiser 2000 hectares. 2000 hectares. Et notre priorité, c'est non seulement les berges des cours d'eau, les têtes de source. On ne peut pas parler d'eau sans arbres. Sans forêt, il n'y a pas d'eau. Donc notre priorité aujourd'hui, c'est de faire un reboisement à grande échelle. Cette caravane de mobilisation de fonds pour le reboisement 2016 est une initiative du gouvernement Mamadi Yula. Ce programme de collecte de fonds pour le reboisement 2016 va se poursuivre au niveau des autres départements ministériels, institutions républicaines et entreprises de la place.
Dans le même panorama, suite à cette dégradation des ressources environnementales, les acteurs concernés se mobilisent pour éviter à la Guinée le phénomène de la désertification. En marge de la journée mondiale de lutte contre la désertification, ils tentent de trouver les solutions dans le but de contrer l'érosion et autres facteurs de dégradation de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Faute de statistiques fiables, des chiffres sur le taux de dégradation de l'environnement sont quasi inexistants. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la désertification, des responsables environnementaux débattent de la nécessité de freiner le phénomène déjà constaté dans la partie nord du pays. À travers les manifestations de la dégradation des terres, nous nous rendons compte que c'est un avance contre notre volonté à l'échelle nationale. Il y a plusieurs départements qui sont concernés. Quand on parle de l'agriculture terrestre comme facteur de dégradation des terres, il faut tout de suite souligner l'amélioration des itinéraires techniques agricoles pour pouvoir freiner la désertification. Un tiers de la population mondiale est touchée par la désertification. Ses conséquences économiques, culturelles et écologiques sont nombreuses. Infertilité des terres cultivables, érosion, destruction des écosystèmes sont entre autres impacts du phénomène. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était en 2010 ou en 2011, lors de la même journée qu'on organisait à la forêt de Cap Nimbo, on a fait du reboisement et le président de la République même d'ailleurs était là. Il a parlé de la vulgarisation des foyers améliorés. Ça, par exemple, c'est quelque chose de concret qu'on peut faire. Vous avez les briques en BTC qu'on peut utiliser. Ça aussi, c'est vraiment du concret. Cette année, le thème retenu est « Protégeons la planète, restaurons les terres, mobilisons-nous ». Une façon de solliciter l'implication de tous en vue de stopper l'avancée du désert. Et puis la réforme de l'administration se poursuit de plus belle. Pour y arriver, une formation appuyée par la Banque mondiale vient de s'achever. Cette activité de haute facture vise entre autres le renforcement des capacités de leadership et de stratégie des cadres de la fonction publique. Plusieurs représentants de départements sectoriels et autres services clés de l'État sortent outillés avec l'espoir de monter en grade. Habib Cham pour en savoir un peu plus. L'intégrité, le changement organisationnel, le leadership et la communication sont les principaux axes de cette formation qui s'achève. Il en a fallu plusieurs mois pour la concrétiser au bénéfice d'une administration guinéenne en pleine mutation. Nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance qu'au terme de cette série de formations, nous avons acquis des connaissances considérables et importantes qui viennent non seulement consolider nos aptitudes professionnelles, mais également nos capacités managériales. Deux partenaires stratégiques ont contribué au succès de ce nouveau cap du processus de réforme de l'administration. Ce sont la Banque mondiale et l'École nationale d'administration publique du Québec. Ce soir, on franchit le cycle de la formation qui était un cycle avec 3 formations sur la gestion de l'intégrité, sur le leadership et sur la gestion de projet. Maintenant, le défi, ce sera de vraiment penser à des stratégies pour intégrer les connaissances et les mettre en pratique dans les tâches qu'ils auront à exécuter pour la mise en œuvre de la réforme. 45 cadres importants au sein du ministère des Finances et de la fonction publique, et ainsi que le Parlement et le ministère du Budget ont été formés. La Banque mondiale a été vraiment honorée d'avoir appuyé ce programme important. Loin d'être une simple figuration, ces attestations désignent une nouvelle élite de cadres guinéens, des acteurs clés qui doivent désormais porter le processus de modernisation de l'État. Il s'agit, n'est-ce pas, de renforcer les capacités des hauts cadres guinéens pour pouvoir mener à bien les actions de réforme, les actions de développement. Alors c'est à ce titre que la Banque mondiale a bien voulu financer le projet, dans le cadre du projet gouvernance et responsabilité du secteur public, ce projet de renforcement des capacités des acteurs clés des réformes en Guinée pour pouvoir les préparer ces cadres, les outiller à gérer, à mettre en œuvre
les politiques publiques, les projets et programmes de développement. Pour conforter son expérience, la nouvelle équipe pédagogique aura droit à une bonification, un nouveau statut qui rappelle les grands enjeux de la formation et du perfectionnement de l'administration. Dans l'actualité également, du riz avarié au port autonome de Conakry, notre rédaction a frappé un grand coup grâce à une enquête menée par nos reporters. Du riz impropre à la consommation a été retrouvé dans un magasin. Selon les informations, cela fait plus de 6 ans que ces sacs de riz sont stockés, plus vendus à la population. On en sait plus avec Alia Kamara, Alcénelisto Kamara, Mohamed Kabeli. Du riz impropre à la consommation. Ce stock est intercepté de justesse par des services d'inspection de l'État. L'importateur voulait passer par les mailles du port autonome de Conakry pour mettre ses denrées dans la circulation. Il aurait même bénéficié de la complicité de certaines grandes structures portuaires. Avec le riz pourri là, quand même, c'est décevant. Le riz là, on fait sortir le riz là, on revend ça à la population. On transforme ça en les gâteaux, en cagna, on donne ça à la population. Et puis ça, c'est vilain à voir, c'est décevant. C'est ça qui rend les gens malades. Les gens tombent malades n'importe comment. Bon, il y a la Transmarine, il y a Transmar, et même Transco, et même Ejetma qui est le président. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce riz-là? Ils prennent le riz pourri là, ils le mettent avec le riz normal et le vendent à la population. Ce coup de filet, réussi par le service du contrôle qualité, est l'illustration de la volonté de l'État de veiller sur la qualité des produits destinés aux populations. Dès que ces conteneurs ont été débarqués à Conakry, l'inspection de qualité, n'est-ce pas, des produits s'est rendue sur le terrain. Quand ils ont ouvert le conteneur, maintenant la vapeur du riz qui est sorti les a fait tomber. Ça veut dire que le riz n'est pas de bonne qualité, depuis il est stocké. Quant à dire que ce riz-là est mélangé avec le riz qui est bon pour être vendu, là, je ne peux pas le témoigner et je ne suis pas d'accord. Mais c'est un contentieux qui est créé entre l'État et l'importateur. Selon lui, c'est l'État qui lui a commandé le riz, il est venu, il faut que l'État paye. Cette saisie relance la nécessité pour le service du contrôle qualité de renforcer la vigilance. En ce mois de Ramadan, beaucoup d'autres produits ont besoin d'être testés. Par le temps de pluie, il faut réduire sa vitesse et adapter sa conduite aux conditions climatiques. Les conducteurs de camions citernes et le syndicat des transporteurs d'hydrocarbures en font une campagne de sensibilisation pour réduire les accidents en cette période hivernale et amener les chauffeurs au respect des mesures de sécurité routière. Ça, à Maratono, reportage. Des eaux de ruissellement sur la chaussée, Conakry continue d'enregistrer ses premières pluies. Ici, comme sur la plupart des routes du pays, les chaussées deviennent glissantes et la visibilité parfois réduite pour les conducteurs d'engins roulants. Les accidents deviennent fréquents avec parfois des victimes. Pour stopper ces accidents, le syndicat des transporteurs routiers invite les conducteurs à plus d'attention mais aussi et surtout au respect du code de la route. La saison hivernale, elle commence toujours avec son cortège de difficultés, de malheurs, notamment en termes d'accidents. C'est dans le souci de prévenir un peu ces cas d'accidents que nous avons organisé cette campagne de sensibilisation des chauffeurs afin de réduire les vitesses, afin de respecter les consignes de sécurité et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir faire une conduite positive et d'éviter le maximum les accidents de la circulation routière. La rencontre réunit transporteurs de camions, chefs de garage ainsi que les responsables de la sécurité. Tous s'engagent à lutter contre l'insécurité routière. Que ce soit maintenant les taximètres et les magbana et les mototaxis, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, qu'ils sont les poumons de la sécurité de la République de Guinée, on est engagé. On serait encore respecté l'engagement qu'on a pris au nom de nos amis chauffeurs qui sont là et on va transmettre encore le message aux autres chauffeurs qui n'ont pas pu venir. Je suis très content d'être là ce matin et je suis très ravi. Moi-même, je suis sorti de cette école. Ensemble, nous allons sensibiliser tous les chauffeurs et les usagers pour éviter éventuellement soit les bouchons ou les accidents vraiment très graves. Selon les statistiques de la Direction nationale de la sécurité routière, la Guinée a enregistré 3189 cas d'accidents ayant causé plus de 200 morts en 2014.
La journée du 17 juin de chaque année sera désormais consacrée par ces transporteurs routiers à la sensibilisation de tous les usagers de la route. L'approche consiste à minimiser les risques d'accident de la circulation. Rebondissement de l'affaire Koula, journaliste guinéen, assassiné au siège de l'UFDG. Première sortie médiatique de la cellule de communication du parquet général de Conakry depuis sa mise en place. Moundjour Chérif et les points focaux ont abordé l'affaire de meurtre de notre confrère Mohamed Koula Diallo pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Explication, Tcherne Younoussaba. Une autre étape dans la procédure de meurtre du journaliste Mohamed Koula Diallo. Après l'abandon des charges en faveur de 18 gardes de l'UFDG par le magistrat instructeur, le procureur de Dixine attaque l'ordonnance en appel. Une décision qui fait beaucoup de bruit dans le cas de l'UFDG, alors que le collectif des avocats de Baouri parle de nouvelles inculpations et le parquet général de Conakry tranche. Après la clôture de l'information par le magistrat instructeur, qu'une inculpation revienne par le biais du même magistrat, je ne vois pas par quelle voie judiciaire cela est possible. C'est dire que depuis que le juge a clos son information, il n'y a pas eu de nouvelles inculpations. Outre le meurtre de notre confrère, le parquet général, à travers sa cellule de communication, annonce la tenue de la session d'assises des mineurs. Une dizaine d'affaires est attendue sur la table du président audiencier. La cour d'assises des mineurs, elle est aussi importante que la cour d'assises des majeurs. Et ça fait des années nous n'avons pas tenu par faute de moyens. Et cette fois-ci, grâce à l'assistance de Terre, de l'ONG Terre des Hommes, nous voulons engager cette première cour d'assises à partir du 20 pour diminuer le nombre de dossiers que nous avons. Les dossiers qui sont prêts, nous avons une dizaine. Nous allons engager cette procédure parce que nous avons les dossiers d'assassinat, de tentative d'assassinat, de viol. Autre question inscrite à l'ordre du jour, la recrudescence des viols sur mineurs. Sur la question, Moundjour Chérif et son staff se montrent engagés à travers une nouvelle politique pénale. Donc les dossiers qui seront programmés pour les assises prochaines en audience prochaine, nous allons avoir plusieurs dossiers d'assises et nous serons sans pitié pour les violeurs. Au terme de la rencontre, de nombreuses procédures sont abordées, notamment l'affaire Sable Mining, un dossier de corruption qui met en cause une ONG anglaise et vise plusieurs personnalités. 12e jour du mois saint de Ramadan. Il convient qu'en ce mois honoré et béni, que tous les fidèles musulmans doivent profiter en accomplissant davantage d'actes d'adoration, parmi lesquels la prière de Nafila. Mais quels sont les avantages liés à cette prière? La réponse avec Younoussa Tawel Kamara. Ils viennent de rompre le jeûne, mais une dernière dévotion les attend avant d'aller se coucher, la Nafila. Une prière surrogatoire de 10 rakas et plus. Cette prière dite longue dans les mosquées prépare à la journée du jeûne du lendemain. Bien que n'étant pas obligatoire, la nafila mobilise des fidèles musulmans en raison des rétributions spécifiques attendues de la part. Nafila, c'est une prière surrogatoire recommandée par notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et cette prière vous rapproche de Dieu. Il efface vos péchés passés. Celui qui prie pendant les nuits des mois de Ramadan, en croyant que c'est Dieu qui est son Seigneur, en croyant aussi qu'il aura une bonne récompense de la part d'Allah le Tout-Puissant, Allah pardonnera ses fautes passées. C'est un complément. Elle peut remplacer les erreurs commises dans nos prières précédentes. Après les 5 prières obligatoires, toutes les autres prières représentent la nafila. Cette série de prières de rattrapage spécifique au Ramadan qui intervient après la prière obligatoire de 20 heures est pratiquée beaucoup plus dans les grandes mosquées. Mais pour des raisons diverses, certains préfèrent rester à la maison pour faire la nafila ou tout simplement se rendre dans une place publique du quartier qui se prête à la prière collective. Il est loisible, souhaitable, voire même recommandé, selon les instructions de notre prophète paix et salut sur lui, que le musulman doit effectuer certaines de ses prières à domicile avec sa famille. Et cela veut tout simplement dire que voilà, les prières à la maison, évidemment, elles n'ont pas les mêmes valeurs que les prières en congrégation à la mosquée.
conditions physiques, ça peut être dû à la maladie. La nafila reste une épreuve pour les jeûneurs musulmans. Mais pendant 29 à 30 nuits, tous rivalisent d'efforts pour espérer bénéficier de ces bienfaits. Partout en Guinée, cette tradition islamique est entretenue avec ferveur au début et surtout en fin du mois saint. Un mot sur la valeur des actes surrogatoires pendant ce mois béni de Ramadan avant de nous quitter. Celui qui veut gagner le paradis délaisse la négligence et qu'il se lève dans la nuit obscure pour bénéficier du courant et de sa lumière intense. Bonsoir à tous.